Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous rebondissons sur l'actualité brûlante, car comme vous le savez, en fin de semaine dernière, le troisième secrétaire général du Hezbollah, le troisième qui s'est succédé à cette fonction, Hassan Nasrallah, a été tué par les Israéliens. On a mis quelque temps à réagir parce que son décès n'a pas été confirmé immédiatement. Et aujourd'hui, nous sommes face, disons, à la mort d'un personnage qui était devenu central dans l'échiquier du Moyen-Orient et surtout, nous sommes face à un affrontement de plus en plus visible. Tous ceux qui connaissaient la zone le voyaient cet affrontement depuis plusieurs années, mais là, un affrontement israélo-iranien par le biais du Liban et par une énième déstabilisation du Liban. On va essayer d'y voir un peu plus clair et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous commencez à connaître et à apprécier, à raison, qui est Morgan Lotz. Morgan, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, vous êtes spécialiste de l'Iran, vous avez déjà sorti un ouvrage sur le système constitutionnel iranien chez nous. Dans quelques semaines, vous aurez votre deuxième ouvrage sous nos presses, qui est une introduction au droit iranien. Donc, nous vous recevrons pour en discuter. Alors, déjà, pour les gens qui débarquent, parce que, vous voyez, il faut peut-être revenir à des questions simples. Qu'est-ce Qui était Hassan Nasrallah? Qu'est-ce qu'est le Hezbollah? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez déjà revenir sur ces deux faits? Alors, Hassan Nasrallah est indissociablement lié au Hezbollah. C'est une figure charismatique du Hezbollah qui dégageait une aura et qui a donné à ce mouvement euh, toute l'aura qu'il a aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce que le Hezbollah? Ça signifie en français parti de Dieu. Et c'est un mouvement, alors, pour les Israéliens terroristes, mais pour ses partisans, et nous verrons historiquement, c'est un mouvement de résistance à l'invasion du Liban par Israël dans les années 80. Et ce mouvement de résistance a évolué en mouvement d'émancipation et s'est intégré à la vie politique du Liban. Donc tout d'abord, il a été fondé en février 1985 et non pas 1982, comme cela est couramment admis dans la presse française et américaine. Donc il est affirmé à tort qu'il fut fondé secrètement en 82, mais c'est une date qui a été inventée par les Américains afin de rejeter sur le Hezbollah la responsabilité de l'attentat du Drakkar survenu en octobre 83. Alors, il existait déjà des mouvements chiites au Liban avant 1985, notamment le mouvement Amal, apparu dans les années 70, mais le Hezbollah en tant que tel n'existait pas. Il y avait plusieurs petits groupes, petites formations qui évoluaient sans coordination et qui ont commencé à affronter les envahisseurs israéliens dans les années 80 et qui se sont formés en Hezbollah en 1985 seulement. Donc c'est d'abord un mouvement de résistance qui est dirigé à partir de 1989 par un conseil consultatif exécutif composé de 7 membres, avec à leur tête un secrétaire général. Donc il y a eu jusqu'à présent 3 secrétaires généraux, Shahir Sobit Afili de 89 à 91 et Seyed Abbas Moussavi de 91 jusqu'à son assassinat le 16 février 1992 lors d'une attaque israélienne qui était menée contre son convoi. À partir de 1992, pardon, c'est Seyed Hassan Nasrallah qui prend le relais à la tête du Hezbollah comme secrétaire général. Et cette année 92 est également un changement radical dans la politique du Hezbollah, puisqu'il se transforme le mouvement de résistance simple en un mouvement d'émancipation, un mouvement politique qui souhaite jouer un rôle beaucoup plus important au Liban. Donc, avant cette transformation, il prônait l'instauration d'institutions calquées sur son modèle iranien, ainsi que l'expulsion des troupes françaises, états-uniennes, israéliennes qui étaient présentes sur le territoire national libanais. Et donc à partir de 1992,
il évolue et il participe pour la première fois aux élections législatives au Liban en remportant 12 sièges. Donc, le Hezbollah devient un parti politique sous l'impulsion de Nasrallah, qui va renforcer le Hezbollah avec notamment une importante base de l'électorat et du soutien populaire qui est constitué des chrétiens au Liban. Donc ce n'est plus seulement un parti chiite, mais également un parti qui veut transcender les confessions religieuses. Alors pour cela, il se nourrit de la myriade de ressentiments de la population libanaise, donc notamment pour les chiites, la sous-représentation dans le système politique libanais, parce qu'il faut savoir que la minorité chiite au Liban a toujours été la plus sous-représentée, la plus pauvre et la plus exclue de la société. La présence de militants palestiniens dans les années 80 qui utilisaient le sud du Liban pour lancer des attaques contre Israël a particulièrement agacé la population libanaise, à juste titre, puisque Israël euh, répondait aveuglément. Lorsque Israël répondait sur les mouvances palestiniennes, pardon, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient au sud du Liban, bien souvent c'était aussi les civils libanais qui n'avaient rien demandé, qui payaient le prix de ces actions palestiniennes. Donc il y a eu un ressentiment, et ça s'est traduit notamment par des affrontements très violents lors de la guerre civile libanaise. Le Hezbollah va également créer en 1997, donc du côté de sa branche militaire qu'il a su conserver, les bataillons de résistance libanaise. Donc, ces bataillons sont très démonstratifs de ce qu'est le Hezbollah, puisqu'il s'agit de formations multiconfessionnelles, pardon, qui regroupent aussi bien des sunnites, des chrétiens que des druzes qui souhaitent lutter contre Israël. D'ailleurs, certaines de ces unités ont été déployées en Syrie à partir de 2012 pour lutter contre l'État islamique et Al-Qaïda. Hein, il faut tout de même rappeler que le Hezbollah n'est pas seulement opposé à Israël, il s'est également opposé à Daesh. Il a déployé pas moins de 8000 combattants et environ 2000 d'entre eux ne reviendront pas et 4000 reviendront blessés, voire mutilés. Donc le Hezbollah n'a pas seulement affronté Israël, ce n'est pas un simple mouvement anti-israélien, c'est vraiment un mouvement qui est certes né à une époque où il agissait en tant que résistance anti-israélienne, mais qui a évolué pour fédérer la société libanaise, alors avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins d'opposition. Euh, mais il faut vraiment distinguer le Hezbollah militaire du Hezbollah politique et aussi du Hezbollah social. Car en effet, le Hezbollah s'est engagé dans des initiatives sociales et humanitaires, alors particulièrement au sud Liban, hein, puisque le sud Liban était dépourvu des services de l'État. Et si le Hezbollah est également devenu cet État dans l'État que l'on décrit assez régulièrement, c'est parce qu'il a su remplacer et combler les défaillances de l'État libanais. Par exemple, en 2006, et je m'appuie pour ces chiffres d'un article du journal The New Humanitarian, vous me pardonnerez, j'espère, mon accent anglais qui n'est pas terrible. En 2006, le Hezbollah gérait 4 hôpitaux, 12 cliniques, 12 écoles, 2 centres agricoles qui fournissaient aux agriculteurs une assistance technique et une formation, et il dispose également d'un vaste programme d'assistance sociale. Les soins médicaux sont moins chers dans les hôpitaux du Hezbollah que dans les hôpitaux libanais. Alors bien évidemment, ils sont gratuits pour les membres militaires du Hezbollah qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions, mais tout le monde peut se soigner dans les hôpitaux du Hezbollah. Donc il faut vraiment comprendre le Hezbollah non pas comme une simple milice euh, qui effectuerait des actions militaires, mais vraiment comme un projet de société avec une branche militaire, une branche sociale et une branche politique. Et Hassan Nasrallah a eu l'intelligence au cours de sa carrière de, de réussir à gérer correctement ces trois branches et de parler à l'ensemble de la population libanaise et également, d'un point de vue diplomatique, à l'ensemble des voisins du Liban et des autres acteurs régionaux. C'est ce qui a fait son aura, c'est ce qui a fait son charisme et sa force. Reste maintenant à savoir si son successeur aura cette même capacité et cette même aura. Alors, maintenant qu'on est revenu là-dessus, on va déjà vider un abcès. Vous avez dit quelque chose de très important. On, je comprends tout à fait qu'on puisse détester le Hezbollah.
Ensuite, un moment, l'intérêt supérieur de la France est de comprendre cette zone qui est malheureusement quasiment notre immédiate frontière. Je rappelle que si ma mémoire est bonne, et vous me corrigerez le cas échéant, mon cher, la plus grande diaspora libanaise d'Europe est en France, je le pense. Diaspora dans laquelle j'ai vécu eu 3 ans et que je connais un peu, en tout cas la diaspora maronite. Euh, le Liban et la France ont une histoire commune et nous n'avons aucun intérêt à l'effondrement définitif, qui est déjà largement acté pour des raisons internes, du Liban. Donc, et qu'on le veuille ou pas, le Hezbollah est une pièce de l'échiquier libanais. Je vais vous donner un exemple récent. Nous avons eu, peut-être l'avez-vous vu, sur LCI, Monsieur Louis Sarkozy, fils de son père de qualité, parce que c'est la seule qualité qu'a priori il a, qui a dit, bon, qu'il crève. Ok, très bien. Je ne suis pas certain que ça fasse lourdement avancer le schmilblick, mais admettons. Y a-t-il un contentieux lourd, puisque je comprends hein, la réaction de certaines personnes, y a-t-il un contentieux lourd entre le Hezbollah et la France? Alors un contentieux lourd, voyons déjà quelles sont les relations historiques. On va revenir à cette partie parce que le Hezbollah, c'est tout de même 40 ans d'histoire, hein, Oui, notamment avec les tout à relations fait. françaises. Donc il y a cet attentat du Drakkar en octobre 1983 qui ne peut pas être attribué au Hezbollah puisque cette formation n'existait pas encore. En dépit de toute la propagande états-unienne et otanesque qu'on peut nous servir, le Hezbollah n'est pas responsable de l'attentat du Drakkar qui vit 58 parachutistes français décédés malheureusement. Euh, il faut quand même rappeler certains aspects du rôle de la France sous la présidence de François Mitterrand. Le 7 novembre 1983, le président de la République française, François Mitterrand, valide une opération HOMO. Alors, HOMO signifie homicide. Il s'agit en l'occurrence de l'opération Santé. Donc, un véhicule militaire français qui a été maquillé en véhicule sanitaire avec l'emblème de la Croix-Rouge, donc l'histoire commence bien, est retrouvé devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth avec à son bord 500 kilos d'explosifs. La police libanaise, prévenue par l'ambassadeur d'Iran, mène une enquête et conclut que ce véhicule a dû être volé à un détachement militaire français. Et là où ça devient cocasse, c'est que l'armée française au Liban déclare ne pas avoir vu de vol de véhicule au sein de ses effectifs. Donc c'est bien une Jeep française maquillée en véhicule en ambulance qui est là et elle n'a pas été volée. Donc les Libanais posent naturellement la question que faisait cette Jeep chargée de 500 kilos d'explosifs devant une ambassade. Et elle n'a pas explosé tout simplement parce que l'exécutant français avait oublié de vérifier l'enclenchement du détonateur. Donc à propos de cette opération Santé de novembre 83, je vous invite à lire Antoine Buzat, Les implications de la France pendant la guerre Iran-Irak, et Pierre Razou, La guerre Iran-Irak, qui ont documenté à travers les archives françaises cette opération. Le 8 mars 1985, donc nous sommes même pas un mois après la formation du Hezbollah, la CIA mène un attentat dans les quartiers chiites de Beyrouth avec une voiture piégée qui tuera 300 personnes, majoritairement des civils. Donc c'est un attentat ordonné par William Casey, qui est alors le directeur de la CIA, et elle a été financée par les services secrets saoudiens pour un montant de 3 millions de dollars. Elle a d'ailleurs été organisée par un ancien membre des commandos britanniques SAS. À ce sujet, vous pouvez lire CIA, guerre secrète du journaliste américain Bob Woodward, qui a Mm. documenté cet attentat. Donc, il est clair que d'emblée, les relations entre le Hezbollah et la France ne sont pas parties de la meilleure des manières possibles, avec les États-Unis non plus. Le Hezbollah, ça, ce n'est pas un secret, il l'a toujours reconnu, Hassan Nasrallah a toujours reconnu que le Hezbollah était allié à l'Iran, que l'Iran finançait en partie le Hezbollah, l'armait, le formait. Ce n'est absolument pas un secret de polichinelle. Donc le Hezbollah va être utilisé par les Iraniens comme on utilise tout allié, c'est-à-dire en soutien et en dissuasion, hein. À ce titre, on rappelle
que s'il y a eu des tensions entre le Hezbollah et les soldats français présents au Liban en tant qu'armée d'occupation dans les années 80, c'est aussi parce que la France armait l'Irak de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak de 1980-1988, qui s'appelle en Iran guerre imposée ou défense sacrée, que monsieur Saddam Hussein a reçu des gaz de combat qu'il aura utilisés sur la population civile, et à ce titre, aucun procès n'a eu lieu, aucune victime iranienne n'a été indemnisée, voire même reconnue par la communauté internationale. Et l'Iran a également très mal digéré l'affaire du sang contaminé. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que l'affaire du sang contaminé vient faire en Iran et au Moyen-Orient? Eh bien, les stocks de sang rendus inutilisables en France, suite à la révélation de cette affaire, ont été exportés dans une dizaine de pays, sur ordre du Premier ministre français Laurent Fabius. Et donc, cette exportation s'est faite notamment en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite, en Grèce, en Argentine, en Italie et même en Allemagne, via l'Institut Mérieux. Et sur les 976 patients iraniens atteints d'hémophilie, qui ont reçu une transfusion sanguine, 193 vont contacter le sida. Et c'est ainsi que le sida est apparu en Iran. Donc jusqu'à présent, aucune victime iranienne n'a été indemnisée, contrairement à celle d'autres pays. Vous pourrez à ce titre lire un article qui s'intitule Blue Money de Mark Hunter, paru en 93 sur Discover. C'est un article assez long, mais très complet sur l'histoire de l'affaire du sang contaminé et ses nombreuses conséquences à travers le monde. Donc ce contentieux a fait que le Hezbollah a été plus ou moins utilisé par les Iraniens pour faire pression sur la France et d'autres pays occidentaux qui armaient l'Irak de Saddam Hussein durant les années 80. Rappelons ce que j'ai dit en réponse à votre première question, qu'à cette époque, le Hezbollah est encore un mouvement de résistance, un mouvement révolutionnaire et un mouvement de combat. C'est vraiment la date charnière de 1992 et l'arrivée d'Hassan Nasrallah qui va faire évoluer la raison d'être du Hezbollah, puisque la guerre civile au Liban a pris fin, la guerre Iran-Irak également. Le Liban est presque entièrement libéré, mis à part quelques zones au sud toujours tenues par Israël. Et les relations entre la France et le Hezbollah vont conséquemment évoluer, puisque le Hezbollah, nous l'avons dit, est devenu un acteur politique, un acteur social, euh, qui a notamment une dizaine de députés au Parlement, mais également dirige le Parlement libanais, puisque le président du Parlement libanais est un musulman chiite, le Premier ministre un musulman sunnite, et le président de la République un chrétien. Ouais. Et le Hezbollah, par conséquent, est devenu un acteur incontournable de la vie politique et des institutions libanaises. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une prise de position de ma part, mais le Hezbollah aujourd'hui est présent, le Hezbollah a un pouvoir, donc nous sommes bien obligés de traiter avec, et c'est pour cette raison qu'après l'explosion du port de Beyrouth survenue en 2021, me semble-t-il, ou 2022, le président français Emmanuel Macron a bien dû discuter avec des représentants du Hezbollah, n'en déplaise à certains acteurs qui n'apprécient pas le Hezbollah, mais nous sommes obligés d'être dans un réalisme politique. Aujourd'hui, le Hezbollah est un interlocuteur libanais incontournable. Alors, est-ce que je peux comprendre, ce que si vous voulez, on se retrouve dans quelque chose que j'avais déjà affronté, avec beaucoup de mes amis dans les contacts que nous avons avec beaucoup de nos amis militaires, pendant la guerre de Syrie. Comme vous le savez, l'hostilité constante d'Hafez al-Assad à la France, a fait que beaucoup de militaires français d'un certain âge et d'un certain grade, contrairement d'ailleurs à des militaires plus jeunes et disons de grade, c'est-à-dire grosso modo simple, il y a une grosse opposition du corps des colonels, à notre participation à la Syrie, là où le corps des généraux, qui est fait de gens nécessairement plus âgés, était, disons, il fallait faire payer à Assad fils, les bévues de Assad père. Bon, très bien. Heu, Ce genre de calcul, je peux tout à fait le comprendre. Il faut toujours faire payer la monnaie du sang des hommes tombés. Ça, je le comprends tout à fait. Ensuite,
heu, ça n'empêche pas de regarder la situation telle qu'elle est. Donner un exemple dans le cas du Hezbollah, hem, les institutions que le Hezbollah a affrontées, particulièrement l'État islamique, nous a fait beaucoup de mal et s'allier avec une partie des hommes qu'il a affrontés en Syrie ne nous a pas porté chance, vu que nous avons retrouvé une partie de ces hommes dans différents théâtres d'opérations contre nous et particulièrement en Afrique. Ferme la parenthèse. Donc, je vais vous poser 2 questions là, nous arrivons vraiment sur l'actualité brûlante. Je vais vous poser, pas 2, 3 questions. Pour vous, que va changer pour le Hezbollah et pour la configuration générale la mort de Nasrallah? Alors, que va changer la mort de Nasrallah? Il faut, séparer ça en 2 points. Le premier point, c'est d'un point de vue militaire. Les capacités militaires du Hezbollah ne sont pas forcément anéanties, loin de là, hein. Le Hezbollah dispose de pas moins de 100 000 combattants entraînés et armés, selon les mots d'Hassan Nasrallah dans un discours du 18 octobre 2021. Ses effectifs totaux, demeurent un secret bien gardé. Son organisation reste très confidentielle. Nous avons découvert beaucoup de noms de cadres, du Hezbollah à travers, leur assassinat, leur liquidation ou leur martyre, tout dépend, le point de vue dans lequel, on se place. Hem, Ces cadres sont automatiquement, remplacés. Alors, tous les noms ne sont pas publiés, seul, le nom du prochain secrétaire général sera certainement rendu public. Donc d'un point de vue militaire, l'organisation, du Hezbollah s'était préparée dans l'éventualité, hein. Hassan Nasrallah lui-même le disait dans ses discours, il disait en substance qu'il n'était pas éternel et qu'il faudra un jour se préparer à son martyre et que les décisions ont été prises afin d'organiser le Hezbollah le jour où, cela arrivera. Après, l'autre point de vue, c'est le point de vue politique, le point de vue, communication du Hezbollah. Hassan Nasrallah était un dirigeant très charismatique, qu'on l'aime ou pas, hein. La définition de charismatique, c'est quelqu'un qui exerce une aura de par son autorité, sa prestance, sa façon de se présenter. La question pour le Hezbollah maintenant, c'est d'avoir un nouveau secrétaire général qui ait les capacités, à la fois politiques et militaires de Nasrallah, qui ait ses capacités, diplomatiques et succéder à Nasrallah qui a tout de même dirigé le Hezbollah pendant pas moins de 32 années, ne sera pas une chose aisée. Donc, on entend assez régulièrement des commentateurs ne pas comprendre pourquoi Israël continue ses bombardements, depuis ce week-end, contre le Liban. C'est tout simplement parce que la branche armée du Hezbollah, est toujours opérationnelle. Il dispose toujours d'un stock, conséquent, de missiles, et de soldats prêts au combat. Cependant, politiquement, le Hezbollah risque de sortir, affaibli par, la mort de Nasrallah. Hem, il y a eu une énorme incertitude depuis vendredi soir, hein. La frappe a eu lieu vers 18 h vendredi soir et le décès de Nasrallah a été officiellement annoncé par le Hezbollah samedi, à 13h30 heure française. Donc bien évidemment, il a fallu, effectuer des fouilles dans les décombres, retrouver les corps et les identifier. Mais ce manque de communication du Hezbollah a été, différemment perçu. Le fait qu'Israël rappelle, pratiquement toutes les heures qu'ils, ont éliminé Nasrallah, n'a pas joué en faveur du parti de Dieu, libanais. Hein, puisque, cette incertitude, ce manque de communication de la part du Hezbollah, heu, a pu être interprété comme un ébranlement de la chaîne de commandement ou comme un silence, gêné. Donc le travail du prochain secrétaire général, du Hezbollah sera très compliqué, non seulement succéder à Nasrallah et en plus réaffirmer, un Hezbollah qui, peut tout de même paraître, ébranlé, du moins dans sa base militante, hein, puisque l'on voit les scènes de deuil à Beyrouth et même dans tout le Moyen-Orient.
il y a eu quand même des manifestations d'hommage à Nasrallah jusqu'en Australie. Alors personnellement, j'ai été, très surpris de voir cela. Et enfin, un troisième point capital, c'est que va faire le Hezbollah pour venger, la mort d'Hassan Nasrallah? Alors, tous les regards se tournent vers Téhéran. Téhéran actuellement, bon, hormis la campagne de diabolisation, dans les médias occidentaux, nous en avons l'habitude, hem, Téhéran semble particulièrement, gêné, ou du moins c'est ce qu'il veut laisser apparaître, mais les dernières déclarations du ministère iranien des Affaires étrangères qui, ont été faites il y a, quelques heures, hein, ce lundi 30 septembre, hem, étaient assez déroutantes. Personnellement, j'ai été, très surpris de lire cela. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que l'Iran n'était pas, apte, n'était pas prêt à intervenir, contre Israël et que le Liban pouvait très bien se défendre tout seul, comme il l'avait prouvé. Donc pour des alliés indéfectibles, cette déclaration est tout de même des plus surprenantes, d'autant plus que l'Iran a déjà refusé au Hezbollah d'intervenir, ce mois-ci contre Israël pour venger officiellement le la mort de Ismaël Haniyeh à Téhéran en en juillet dernier, le 31 juillet. L'Iran a refusé la demande du Hezbollah de tirer, contre Israël. C'est pour aller dans votre sens. Bon, il y a eu la mort d'Ismaël Haniyeh. Il y a eu l'utilisation des beepers piégés. Près de 3000 membres du Hezbollah ont été mis hors de combat, n'ont pas nécessairement été tués, mais ils ont été au moins blessés. Ce qui veut dire au passage, nous avons fait une émission technique avec un de nos conseillers du Cercle Aristote à la souveraineté numérique, ce qui veut dire au passage que Israël a pénétré certainement pendant des semaines, voire des mois, les serveurs de ces beepers avant de les faire sauter. Ce qui veut dire qu'Israël est très renseigné sur l'organisation du Hezbollah. Pour continuer, le, tout le commandement de l'opération Redouane, enfin de l'unité Redouane, donc l'unité d'élite du Hezbollah, a été liquidé ces derniers temps. De même, le chef de section Roquette, Israël a revendiqué son assassinat. Donc, plus donc l'affaire du QG du Hezbollah avec la bombe anti-bunker qui a tué Nasrallah. Est-ce que, et là aujourd'hui, alors information à prendre avec des pincettes, une source sécuritaire libanaise aurait souligné que c'est certainement une taupe iranienne qui aurait permis de localiser Nasrallah. En tout cas, de localiser la réunion souterraine dans laquelle il a été tué. Est-ce que pour vous, l'hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, hein, géopolitique, que l'Iran lâche le Hezbollah, parce que rappelons-nous, il y a quelques années, Morgane, parmi dans une partie des manifestants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent Nasrallah, il faut le dire. Il y a aussi des gens qui le regrettent moins. Et rappelons-nous, dans certaines manifestations, il y a quelques années encore en Iran, une, et des manifestations qui ont pu être utilisées par l'Occident, c'est indiscutable. Bah, l'Occident n'a pas payé tous les manifestants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un Oui, moment, évidemment, ouais. Il y a toujours une donc, récupération politique. On il y exploite les le failles de ses si vous adversaires. voulez, on met de l'argent sur de la colère, mais la colère existe. Vous voyez ce que je veux dire? Or, beaucoup d'Iraniens soulignaient que la brigade internationale, c'est drôle parce que beaucoup d'Iraniens ont une vision, ou du moins semblent avoir une vision, du Hezbollah un peu comme ce qu'on appellerait ici une brigade internationale, ou un proxy, donc en vocabulaire militaire, disons, commençait à leur coûter assez cher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à Téhéran des milieux politiques qui commencent à se dire, qui commencent à se dire, l'utilisation du Hezbollah, le frontal avec les Israéliens,
particulièrement dans une optique incertaine qui est le changement ou le non-changement de pouvoir aux États-Unis, est-ce que finalement cela ne fragilise pas l'intérêt iranien à moyen ou long terme? Est-ce que c'est possible de raisonner comme ça ou pas selon vous? Alors, c'est une interrogation qui me travaille particulièrement ces derniers temps. L'Iran pourrait-il lâcher le Hezbollah? Alors, après tant et tant d'années de soutien indéfectible, après, pratiquement 10 ans de lutte commune contre, l'État islamique en Syrie et en Irak, cette question pourrait paraître, insensée. Mais d'un côté, en Iran, c'est parfois difficile de savoir qui dirige vraiment. Est-ce que c'est le guide de la révolution Ali Khamenei? Est-ce que c'est le président de la République, actuellement Massoud Pezeshkian? Est-ce que c'est un État profond, une haute administration? Est-ce que ce sont les gardiens de la révolution? C'est très difficile et on a tendance à avoir cette vision, de l'Iran, où le guide de la révolution décide de tout. Ouais, Heu, on n'a pas actualisé les cartes depuis Roménie à ce niveau-là. Ouais, je suis tout à oui. fait d'accord avec vous. Mais il n'en demeure pas moins que, le président de la République, Massoud Pezeshkian, a quand même, posé son veto contre des représailles iraniennes à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, à Téhéran. Donc on constate que le président de la République iranien a quand même un pouvoir, il s'est quand même opposé, heu, au guide de la révolution, au gardien de la révolution également. Hem Donc c'est difficile de voir qui dirige vraiment et la nouvelle équipe gouvernementale qui est en place est assez favorable à une discussion avec, les Américains, hein. C'est notamment, Mohammad Jawad Zarif qui conseille le président de la République. Alors, Jawad Zarif est quand même l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a négocié l'accord sur le nucléaire, signé en 2015 à Vienne. Et on constate qu'il y a à peu près 2 fronts, à Téhéran qui se disputent, 2 visions, opposées. L'une, c'est celle de ce que j'appelle la forteresse Iran, protégée, des incursions, idéologiques, intellectuelles, de l'Occident, et l'autre, c'est, l'ouverture de l'Iran sur, justement cet Occident qui est vu comme un ennemi mortel, pour les premiers et comme un potentiel allié avec qui on peut discuter, pour les seconds. Pezeshkian qui a quand même déclaré à un média américain lors de sa visite à New York pour l'assemblée générale de l'ONU que les Américains étaient leurs frères. Alors excusez-moi, mais Pezeshkian ne doit pas bien connaître l'histoire de l'Iran, parce que vu le nombre d'actions hostiles au peuple iranien menées par les États-Unis, on n'a pas tellement besoin de frères comme cela, hein. Si on a des frères comme ça, pas C'est besoin d'ennemis. Oui, Heu, mais pour le coup, c'est un sens extensible de la fraternité, c'est indiscutable. Mais Fraternité. oui, donc si vous voulez, donc pour vous, l'hypothèse, je ne dis pas est crédible, je dis qu'elle n'est pas à écarter d'un revers de la main. Non, elle n'est pas écartée d'un revers de la main et je dirais, alors là, je vais parler en tant que chercheur, elle n'est pas à exclure, comme elle n'est pas à ériger en vérité. Je dirais que c'est un dossier à garder sous la main et à renforcer au fur et à mesure, de la Heu, documentation et des révélations accessibles. Mais c'est une question que je me pose également. Alors, quel intérêt stratégique a lâché le Hezbollah? Parce que ça reste quand même une force de dissuasion. Alors, c'est vrai que la guerre contre Daesh, a coûté extrêmement cher aux contribuables iraniens. Heu, Mes amis iraniens me rappellent souvent, que les finances iraniennes, ont été, vraiment plombées par cette intervention. Mais d'un autre côté, c'était une intervention obligatoire puisque Daesh visait l'Iran. Après la Syrie et l'Irak, ils avaient et le parlé Liban. et le Liban également. Donc, l'Iran n'avait d'autre choix que de se projeter directement en Syrie et en Oui, Irak bien sûr, pour elle était éviter que la directement guerre attaquée. n'avance à ses frontières. Tout à fait. Forcément, c'est un coût humain, c'est un coût financier et alors bon, on peut tout de même remercier, ces combattants qui sont appelés en Iran les défenseurs du sanctuaire, ces combattants qui ont quand même sauvé, les minorités religieuses, au Moyen-Orient, les Yézidis, les Kurdes, mais également les chrétiens. Hein, donc, si aujourd'hui les chrétiens, d'Orient n'ont pas disparu, c'est grâce au Hezbollah et à l'intervention du général, Ça iranien Qassem Soleimani. c'est certain. C'est
Si vous voulez, ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est certain, on ne peut pas, sauf à réécrire l'histoire, le nier. Sachant d'ailleurs, pour les observateurs militaires, que le Hezbollah, plus d'ailleurs, mais là, d'un point de vue strictement technique, hein, plus d'ailleurs que les soldats iraniens, irano-iraniens dépêchés sur place, ont particulièrement brillé contre l'État islamique. Le- la dureté des combattants du Hezbollah a été déjà a été reconnue par un fait simple, c'est qu'énormément de brigades de l'État islamique se sont rendues de peur de tomber entre leurs mains, ce qui implique une certaine efficacité. Qu'on les aime, qu'on les déteste, il y a quand même un moment, faut s'accorder sur des faits minimaux. Donc, C'est toute la complexité du Moyen-Orient. C'est que parfois, celui qui peut paraître, ennemi se révèle en fait un ami et un allié, bien sûr, incontournable. c'est, si vous Toute la voulez, complexité de cette la région. première règle de la géopolitique moyen-orientale, c'est que comme tout le monde couche avec tout le monde, il faut pas, c'est une terre qui est perclute sacrée, mais dans laquelle il est très difficile de se faire une religion. Donc, l'ultime point, il y a, ultime point, bon, de toute évidence, euh, il y a disons, une utilisation politique de la guerre contre le Hezbollah côté israélien, c'est indiscutable, parce que c'est un thème récurrent des campagnes politiques en Israël, surtout dans le souvenir obsédant de ce qui est vécu en Israël comme une défaite, qui était la défaite qui déjà nous remet maintenant plus d'une décennie en arrière, qui était rappelez-vous, la défaite de l'été, je crois que c'est l'été 2006, donc bien plus Oui, d'une décennie en arrière, la guerre des 33 jours, ouais. la guerre des 33 jours, et qui, de surcroît, quand on l'étudie, euh, quand on l'étudie pièce à pièce, comment dire, est avant tout une désorganisation majeure de l'outil de défense israélien, plus qu'une victoire du Hezbollah. C'est l'exemple que je donne souvent. Le Hezbollah détruit un Merkava, donc les chars lourds de l'armée israélienne. La totalité des autres Merkava détruits sont détruits par des mouvements de panique de tankistes mal formés. Donc, si vous voulez, guerre mal préparée, mal exécutée et donc foirée, mais qui est restée comme une obsession de l'état-major israélien et un, comme un argument quasiment automatique du discours politique israélien, particulièrement côté droit. Pensez-vous, parce qu'on a beaucoup glosé sur l'affrontement direct Israël-Téhéran, pensez-vous qu'une opération d'ampleur israélienne soit possible contre le Liban et qu'une confrontation à terme puisse avoir lieu militairement entre l'Iran et Israël, sachant que pour l'instant, vous l'avez bien dit, l'Iran fait tout pour l'éviter, mais pour faire la guerre, il ne faut pas nécessairement être deux. Donc, est-ce que pour vous, là aussi, ces scénarios doivent être mis sur la table, ou pour vous, ce sont des scénarios prématurés euh, ou, euh, ou extravagants? Alors malheureusement, je souhaiterais que ce ne soit que de mauvais fantasmes, mais la situation, actuelle, l'évolution ces derniers mois nous montre que la dynamique n'est pas optimiste, hein. Personnellement, je m'attends à une invasion terrestre, du sud Liban par, l'armée israélienne. Le Hezbollah, par la voix de son secrétaire général adjoint, Naïm Rassem, pas plus tard que ce matin, heu, a déclaré que le Hezbollah est prêt à recevoir l'armée, israélienne si elle rentrait au sud Liban. Heu, que l'on aime ou non, Tsahal et l'État israélien, on ne peut pas leur retirer qu'il reste une armée très compétente, Mhm. heu, toujours très bien équipée et quand même assez dynamique après pratiquement un an de guerre, contre Gaza. Même s'ils n'ont pas réussi à détruire le Hamas à Gaza, l'armée israélienne reste quand même opérationnelle, hein, surtout son armée de l'air. On malheureusement le constate, très bien, à Beyrouth ces derniers jours.
Les Israéliens ont certainement appris de leurs erreurs de 2006 et à titre personnel, je suis assez, pessimiste quant à l'avenir, pour le Liban. Après, concernant l'affrontement avec, Téhéran, les Iraniens, jusqu'à présent, ont réussi à garder la tête froide et ne pas tomber dans le piège, de Benjamin Netanyahou, mais pour combien de temps encore? À un moment, on ne peut pas, continuer à faire l'autruche et à ne pas regarder, ce qui se passe. Les dirigeants de l'axe de la résistance, donc c'est l'axe de la résistance, c'est le Hezbollah, l'Iran et Ansar Allah au Yémen, tous ces alliés qui ont lutté contre Daesh et qui maintenant luttent contre Israël. L'axe de la résistance, a quand même pris une sacrée claque ces derniers temps avec, des dirigeants qui se font, éliminer, assassiner les uns après les autres. Heu, Israël a d'ailleurs menacé directement Ansar Allah et le guide de la révolution Ali Khamenei à Téhéran. Donc, même si l'Iran démontre qu'il ne veut pas faire la guerre, d'ailleurs le président iranien Pezeshkian a rappelé, hier que les Occidentaux avaient garanti un cessez-le-feu si Téhéran ne vengeait pas la mort d'Ismaël Haniyeh en bombardant, Israël. Il a rappelé que les Occidentaux ont menti puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu, malgré le fait que Téhéran n'ait pas, répondu. Heu, il semble assez naïf, Pezeshkian, de ce point de vue-là. Mais l'Iran va être confronté à un moment à une décision qui sera pas facile, l'Iran va être obligé de réagir et il semble que Netanyahou, pousse à cet instant fatidique et souhaite vraiment que l'Iran, tire, une salve de missiles pour avoir légitimement, Oui, le droit de répondre. il faut pas oublier que la liquidation de Nasrallah a eu lieu donc, vers la fin du mois de septembre. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire du 7 octobre. Heu, il est Benyamin Netanyahou, à titre personnel, mis à part mon équipe, la plupart des observateurs avaient annoncé sa chute dès le 7 octobre parce que à cause de sa gestion. Force est de constater que le personnage est toujours là. Force est de constater qu'il est toujours aussi doué, et c'est sur ça que je pariais, c'est-à-dire puisque pour moi, une large part de la campagne de Gaza est faite pour éviter, entre autres, toute commission d'enquête et tout problème interne. Je le dis assez sincèrement, c'est pas une vision policière de l'histoire. Je connais Netanyahou, ça fait 20 ans que j'étudie ce personnage qui est, est un des hommes politiques les plus doués, toutes nationalités confondues, que j'ai pu étudier. Et son vieux travers anti-iranien, le pour lui, est politiquement payant, car il lui permet de rester, émergé et non pas de couler dans le ressentiment légitime de la population israélienne depuis le 7 octobre. Donc il a très bien su jouer de l'état de guerre, faut être honnête, politiquement parlant, que ce soit moralement douteux, peu importe, c'est un état de fait. Et en espérant que ça ne nous mène pas à l'acte de trop, heu, dont nous aurions tous à pâtir. En tout cas, cher Morgane, merci beaucoup. On se revoit très, très vite C'est moi pour qui la vous remercie sortie pour de l'invitation. votre livre et merci pour toutes ces lumières. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.